Bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermique de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Est-ce que ça fait mal? J'ai le plaisir de recevoir l'androgynète, tatoueuse engagée, installée à la main-d'œuvre à Nantes. À travers ses dessins et ses lettrages, elle conjugue tatouage avec réappropriation de son histoire et acceptation de soi. Dans cet épisode, l'androgynète nous parle de ses débuts à la boucherie moderne à Bruxelles, de sa définition de dessinaratrice, de l'amour des mots et des punchlines, et de son engagement en faveur de l'égalité des genres. Aujourd'hui, je reçois l'androgynète, donc tatoueuse engagée et installée à la main-d'œuvre à Nantes. Donc, à travers tes dessins et tes lettrages, tu arrives à conjuguer tatouage et réappropriation de son histoire et acceptation de soi. Et tu te définis comme dessinaratrice. Ouais, c'est récemment que j'ai trouvé ce mot avec une cliente, on discutait. Et je sais plus de quoi on discutait. Ouais, si, je crois que je lui parlais de ce que je voulais faire quand j'étais petite. C'était un des premiers métiers que je voulais faire, dessinatrice et écrivaine ou un truc comme ça, tu vois. Quand tu dis comme ça quand t'es petit, ce qui est quelque part logique, quoi. Et je sais plus comment j'en suis venue là, mais vraiment pendant le séance, j'ai éclaté de rire. Je dis, mais en fait, c'est ça, maintenant, je suis quelque part ce que je voulais être quand j'étais petite, je suis dessinaratrice. Et c'est génial rigolo, comme définition. Et du coup, oui, le tatouage est devenu un peu vecteur d'émotions à la fois réparatrices et libératrices. Je sais pas s'il est devenu, je pense qu'il l'a toujours été. Après, moi, j'en fais vraiment, c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup dans mes tatouages. Mais en tout cas, je pense pas que ça c'est devenu, je pense que ça l'a toujours été. C'était juste moins marqué chez les gens. Mais avant que moi-même j'existe, je pense que les gens se faisaient tatouer à des moments précis dans leur vie, moments joyeux, tristes, modifications, que sais-je, quoi. Et dans leur vie, quoi. Et je pense que oui, le tatouage a un impact presque rituel, même si je suis pas dans la définition, tu vois, très ésotérique ou même culturelle, que sais-je, de cet aspect-là. Mais je pense c'est un moment clé qu'on se fait tatouer dans sa vie. Donc moi, c'est juste que ça ressort plus parce que les gens viennent vraiment me voir, parce que des fois ils savent même pas eux comment le matérialiser, et qu'en fait ils ont besoin que je les aide à le matérialiser, soit avec des mots, soit avec un dessin. Ça a toujours marqué des étapes de vie et dans plein de différentes cultures. Voilà. Donc salut Ginette, et puis merci d'avoir accepté cette interview, c'est trop cool. Ma première question, et vraiment je la pose à tout le monde parce que j'aime trop avoir les réactions et les différentes réponses, c'est quelle est ta propre définition du tatouage? Oula, moi sur ça je suis très cartésienne. Le tatouage, c'est quelqu'un qui se met de l'encre dans la peau, voilà. Je vais pas chercher midi à 14h. Après, chacun fait ce qu'il veut de son corps, il interprète comme il veut, mais pour moi le tatouage... Après, si tu veux ma définition à moi, qu'est-ce que tu attends de moi, en fait? Spontanément, comment toi tu définis le tatouage? Il peut y avoir des réponses très pragmatiques, très perchées. Non, moi je suis très cartésienne. Je cherche pas midi à 14h. Le tatouage, c'est quelqu'un qui va se mettre de l'encre sous la peau. Voilà. Après, il y en a qui se mettent autre chose que de l'encre. Ils vont se mettre de l'eau, des machins comme ça, mais... d'un point de vue cartésien, moi je te sortirais presque la définition du Larousse, sauf que je la connais pas par cœur. Donc là, dans l'immédiat, de façon
inopinée, je ne peux pas te sortir la définition. Mais pour moi, ouais, c'est comme quand on me demande qu'est-ce que c'est le féminisme, je dis bah c'est ce qui a marqué dans la définition. C'est pas moi, je peux te donner une opinion dessus, mais je referai pas la définition de la chose en tout cas. Les dictionnaires, c'est aussi pour ça que ça existe. Hein, mais... Exactement. Donc j'aime pas trop les gens qui se permettent de faire des appropriations ou des interprétations quand les choses existent comme ça, ou alors il faut vraiment les changer. Comme on disait au tout début, tu vois, dessinateur, dessinatrice, le côté féminin de la chose où tous les noms sont masculins, où effectivement il y a des choses à faire évoluer dans le dictionnaire. Mais après, là, la définition, elle est là. Donc sur ça, je suis très pragmatique. Du coup, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ton rapport au tatouage et ton parcours. On va rembobiner un petit peu. Raconte-moi un peu ton premier tatouage. Vas-y, avec plaisir. En tant que tatouée. À moi? Ah ouais, oh là. C'était à quel âge? J'avais pas du tout j'avais presque 18 ans, pas encore, à quelques mois près. J'avais pas du tout prévu. En fait, je suis rentrée dans un shop de tatou, le shop de tatou de ma petite ville, et il y avait un pote qui voulait se renseigner pour des piercings, et moi je commence à feuilleter un peu, tu sais, les books de l'époque, mais c'était pas vraiment des books avec des dessins, de quoi que ce soit, c'était des trucs, tu sais, des trucs qu'ils ont trouvé sur internet et qui mettaient à disposition, enfin sur internet, pas sur internet, mais des trucs trouvés comme ça qui mettaient à disposition des gens, quoi. Et là, je tombe sur une phrase d'un de mes auteurs préférés que je lisais beaucoup à l'époque, qui était Khalil Gibran en fait, et c'est une phrase écrite en arabe qui dit l'amour est la seule fleur qui croît et fleurit sans l'aide des saisons. Je ne suis pas capable de te le dire en arabe, je suis vraiment désolée, mais par contre c'est ce qui est écrit en arabe. Et je sais pas pourquoi, au lieu de me dire je vais me la faire tatouer là et tout, j'ai chippé la feuille, je l'ai mis dans mon sac, je me suis barrée, et parce que je voulais déjà la voir sans avoir conscience que je l'aurais dans la peau. Et en fait, je l'ai gardé pas très longtemps. Et comme c'était avant d'aller rejoindre ma mère au Maroc, parce que ma mère habitait au Maroc, pour marquer le coup de me dire voilà, je vais rejoindre ma mère au Maroc, c'est ma maman, elle est importante pour moi, blablabla. C'est une étape importante dans ma vie. Je me suis fait tatouer cette phrase chez un autre tatoueur. Et finalement, c'était pas plus mal parce qu'en fait, il s'est avéré que ce tatoueur-là, en discutant avec lui, il avait bossé pour mon père et ma mère quand il était plus jeune. Parce que mon père et ma mère avaient un bar. Et en fait, avant d'être tatoueur, il avait été barman. Ce qui est très marrant parce que moi, c'est pareil. C'est rigolo. Donc, histoire de karma, de machin. Même si j'y crois pas trop, ça me fait trop marrer des fois des trucs comme ça par hasard où il y a des trucs qui se rejoignent. Donc voilà, c'est la petite histoire. Donc j'avais pas tout à fait 18 ans. C'est une phrase de Khalil Gibran écrite en arabe. C'est déjà une forte symbolique. Et est-ce que tu veux m'en dire un peu plus sur ton pseudo, le choix de ton pseudo? Quelle est l'origine de ce pseudo? Parce que c'est pas ton prénom, là, on le sait. C'est pareil, symbolique. Ouais, c'est clair. J'aime pas trop en parler parce qu'après, il y a des gens, ils viennent et ils disent son prénom comme si c'était tes potes, alors que finalement, tous mes potes m'appellent Gigi. Donc, il y en a pas la nécessité. En fait, si tu m'appelles par mon prénom, généralement, c'est les gens de ma famille qui m'appellent par mon prénom et encore. Donc, c'est vraiment hyper particulier. Mais sinon, c'était juste à l'époque sur Facebook, j'avais trop la flemme qu'on me retrouve. J'avais pas envie qu'on me retrouve en fait. J'aime pas, tu sais, les gens qui reviennent des années plus tard en mode on va chercher, elle est où, ce qu'elle est devenue, machin et tout ça. Donc je cherchais un pseudo à la con, puis je pensais à ma tante qui s'appelle Ginette et qu'en fait on n'appelle pas Gine, c'est ma tati Gine. Et en fait en pensant à tati Gine, ça a donné mais il y a Gine, Androgyne, Androgynette, machin et tout. Puis dedans il y avait André, le prénom de mon père. Il y avait Ginette pour ma tante, il y a le J de Gisèle qui est aussi le nom de ma mère, donc je retrouvais un peu toutes mes origines entre guillemets quoi dedans. Et en plus comme à l'époque j'étais beaucoup plus androgyne et que ça avait plus de place physique pour moi, ça avait aussi son importance. Ah ouais, c'est vraiment voilà. Oui, à la fois physique et la perception des gens, et en même temps t'as toute ta famille dans ce pseudo, c'est cool. Ouais, c'est ça qui était assez marrant, c'est que ça me correspond, même ça me correspond encore, le côté androgyne, c'est juste que ça se voit moins d'un point de vue, comment je peux dire, par rapport au code donné, quoi, mais c'est vrai que je me verrais toujours plus comme androgyne que comme féminin ou masculin, quoi. Y a pas... Même si je me féminise avec le temps ou que je me remasculinise plus tard, je me verrais toujours comme androgyne, je me verrais jamais... Ouais, tout dépend des l'un ou l'autre, aussi je me sens pas à l'aise avec ça. Ouais, voilà, c'est vraiment ça. Quoi. Ouais, très voilà. bien. Et du coup, comment
comment t'es arrivée au tatou? Parce qu'il me semble que t'as pas fait que des études artistiques. T'avais commencé plusieurs filières, je pense, avant de faire une école de graphisme, si j'ai bien lu. Comment t'es arrivée Ouais, ouais, enfin, j'ai vraiment fait plein de trucs hyper différents. Mais j'ai vraiment commencé par du social normalement. Enfin, je voulais être EduxP, puis d'EduxP, j'ai cherché dans la com, puis j'ai fait aussi du droit. Donc, j'ai fait vraiment pas mal de choses pour finalement aboutir effectivement sur du graphisme tout à fait par hasard. Et en fait, j'étais au Maroc justement et j'avais des potes qui partaient à Bruxelles, donc je les ai suivis quelques mois plus tard pour passer un concours pour intégrer la Cambre, où j'ai pas réussi. Donc là, j'ai intégré Saint-Luc, où là, j'ai réussi le concours. Enfin, à vrai dire, j'ai passé que la moitié du concours, l'autre moitié, ils m'ont pris vraiment par rapport à mes résultats scolaires de l'avant, parce qu'au début, je voulais pas aller passer le concours pour Saint-Luc. Je dis, bon, j'ai loupé, tant pis pour ma tronche, c'était pas l'école que je voulais faire, machin et tout. Donc, j'aurais pas passé un concours dans une autre école. Et puis finalement, tout le monde m'a forcé. Et puis l'école m'a pris, donc c'était cool. Mais après, je suis pas restée non plus. Je suis devenue barman. Ça, c'est un truc que je sais faire, parce que je suis née dedans. Tu sais, Obélix, tu tombais Tu dedans quand connaissais t'étais déjà petit. bien l'univers. J'ai- Ouais, j'ai grandi au milieu des plateaux et tout ça, donc ça va quoi. C'est pas le métier qui m'est le plus étranger. C'est le métier où je me sens vachement à l'aise, quoi. Tu me mets derrière un comptoir, je me sens chez moi, quoi. C'est Ouais, ouais. du bon côté du comptoir, hein. Pas du côté consommateur, quoi. Consommateur, malheureusement, je suis pas du tout consommatrice. Je suis amatrice, mais pas consommatrice. Ouais, puis même l'aspect alcool, j'aime bien le côté dégustation, pas le côté beuverie qu'il peut y avoir derrière et qui est hyper souvent à gérer. Et en fait, ouais, en étant barman, je rencontrais des gars qui étaient tatoués. On a parlé tatouage. Il y en a un qui m'a ramené un magazine. Dedans, il y avait Peter Orich. Peter Orich ouais, venait en guest à la Boucherie Moderne. Il cherchait un endroit où dormir sur Facebook. Moi, je lui dis, bah, écoute, si tu veux, nous, on a la place à la maison. Donc, il est venu dormir avec sa chérie dans notre salon, mon copain de l'époque et moi. Et à la fin de la semaine, il voit que je fais pas mal de dessins. J'avais plusieurs séances de tatou prévues, que ce soit avec Léa, Jeff, enfin plein de gens, tu vois. Il me dit, mais attends, t'aimes le dessin, t'aimes le tatou, pourquoi tu fais pas du tatou? Et en fait, j'en suis venu comme ça, quoi. Après, j'en ai parlé à ma mère. Ma mère me dit, ah putain, c'est vrai que ça serait une bonne idée. Puis je me suis renseignée, j'en ai parlé à Léa, parce qu'apparemment il y avait des écoles déjà à l'époque, sauf En qu'il n'y avait pas de Belgique formation ou hygiène. en Je me suis dit, ouais, c'est France? bizarre, il y a des écoles de tatou, mais pas de formation hygiène. Ah là, Ah partout, ouais? en France, en Belgique, partout. Ouais. Il y en a une là encore où tu peux, oui, souvent ils te mettent on appelle ça, des pubs là, maintenant sur Instagram, comme Ouais, quoi il y j'en a ai une entendu école de parler, mais c'est vrai que je tatouage. savais pas Voilà. qu'à l'époque, il y avait plein d'écoles où on pouvait apprendre comme ça. Ah, il y en avait une à Paris, une autre, je sais plus trop où en France, et une à Charleroi, en Belgique. Et donc j'en ai parlé à Léa, je dis mais c'est chelou, c'est des écoles, mais il n'y a pas de formation hygiène, donc je voulais savoir si toi tu pourrais me montrer un peu comment ça se passe niveau hygiène, parce que ça m'intéresse vraiment et que j'aimerais bien au final faire une école. Là, elle m'a engueulée, elle me dit ouais non c'est mort, tu fais pas ça, je suis persuadée qu'ils vont te prendre de la thune, ils vont te prendre 2 000 € au moins. Je dis bah oui c'est vrai, 2000 Et en plus, euros. il n'y a même pas la Et, formation hygiène dedans. et, ouais, voilà. Et c'est ça qui m'avait interloqué. Et elle me dit, écoute, nous on cherche un apprenti, je demande à Guillaume, et s'il faut, tu commences la semaine prochaine. Au début, Guillaume voulait pas. Et la veille, hein, style, moi je, tu sais, je travaille de nuit de 19h à 7h du matin, et elle m'appelle à 19h au moment où j'entame mon service pour me dire, bon, bah écoute, tu commences demain à 11h. Organise-toi. Ok. Donc voilà, pendant 6 mois, j'ai pas beaucoup En même temps, dormi. c'est Donc, trop cool de. mais après, je passais en journée, donc ça allait, puis j'ai vachement kiffé, et puis ça. Ouais, puis en fait, tu sais, quand tu sors d'un truc où tu sers des gens pendant 7 heures la nuit, où ils sont exécrables et tout, puis tu débarques dans un shop de tatou, c'est calme, il n'y a personne, tu vois, une ou deux, trois personnes rentrées, ils sont sobres, ils sont corrects avec toi, Ça change donc un ça peu va, tu vois. l'ambiance, quoi. Enfin, réentamer sur ça. Ouais, non, réentamer sur ça, c'est easy, même si t'as pas beaucoup dormi. Enfin, moi, je sais que j'étais responsable, j'avais une équipe à gérer, un bar à gérer, des gens alcoolos à gérer. Comme j'étais à côté du bar à absinthe, il y avait souvent des trucs qui partaient en flammes. Donc, pareil, t'as vraiment plein de trucs à gérer. Donc, quand tu te retrouves vraiment dans une ambiance calme, sobre, 2 jours, t'es là en mode, ouais, non, easy Nouvelle pour vie. moi, Et trop puis bon, easy. apprendre avec les Anaons, c'est cool quand même. C'est quand même un bon début. Ouais, ouais. Ouais, c'était vraiment chouette d'avoir. Ben, il n'y C'était avait pas que Léa en fait. quelle équipe C'est à elle qui m'a l'époque? choisi, mais après il y avait, il y a toute une équipe quoi. Ouais, voilà. Il y avait Léa, il y avait Guillaume, il y avait Genzi.
Moi, j'étais apprenti, donc moi, je faisais une moitié de semaine, et après, il y avait Yann, Yannonyme, qui faisait l'autre moitié de la semaine, parce qu'on était tous les deux les apprentis de la boucherie à l'époque, donc on a fait notre apprentissage ensemble, même si on se voyait que le dimanche au final, parce que c'était le seul jour où on pouvait être ensemble, parce que les autres jours, bah, lui, il t'a fait machin, Donc je c'était t'a plus fait nana. apprenti du shop et Et pas forcément d'un artiste en particulier. Le fonctionnement. non, 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 parce que j'ai eu vraiment plein de D'accord. conseils de beaucoup de monde. Gen Z était vraiment pour moi comme une grande sœur. Benji et Antoine ont vraiment été aussi comme des grands frères à me taper sur les doigts quand il fallait et tout ça. Donc, non, non, en fait, c'était vraiment, t'es l'apprenti de la boutique, quoi, tu vois. Et donc, t'en apprends aussi quand tu les accompagnes en convention, tu vas regarder les autres gens. Ou, bah là, pareil, ils m'ont présenté d'autres personnes qui m'ont aussi aidé sur d'autres plans, que ce soit psychologique ou des conseils de technique ou des trucs comme ça, quoi. J'ai des gens comme Jurg à Bruxelles qui a maintenant arrêté de tatouer, qui m'ont aussi aidé, tu vois, quand j'étais en galère en convention, que j'ai tout mon matos qui m'ont lâché, bah, et qui m'ont filé leur matos, des trucs comme ça. Donc, quand tu pars en guest, t'as des conseils. Enfin, c'est vraiment, en fait, je sais pas si. Enfin, avant, à l'époque, tu avais vraiment un maître d'apprentissage avec qui tu restais longtemps. Maintenant, de nos jours, t'es- tu restes vraiment apprenti toute ta vie au final parce que tu as vraiment plein de techniques qui changent, de machines qui changent. Puis tu peux vraiment en apprendre des petits nouveaux aussi, quoi. Il y a plein de petits nouveaux qui débarquent et là, par exemple, je suis vachement proche Ah, t'as un Flash Gordon là, de demi, je sais pas trop comment. Attends, faut que je te retrouve son pseudo parce que ça craint si je te dis pas son pseudo correctement. Euh, c'est un petit gars, il est toujours plein d'idées, il imprime des trucs en 3D et tout. Et toi, t'es là, ça fait 10 ans que t'es dans le métier, t'as l'impression Bah, d'être en même un temps, gros c'est caca, cool quoi. d'être toujours dans Le mec, il l'apprentissage, est trop avoir à toujours fond envie et d'aller plus loin. ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est ça que j'aime bien en fait dans ce métier, c'est que t'as vraiment toujours plein de trucs à faire. Ouais, voilà, le gars, il s'appelle Flash Gordon 2000 et enfin, il imprime des machines en 3D, il fait toujours plein de dessins, il va toujours chercher de la couleur, des machins. Enfin, moi, il m'impressionne ces gamins, quoi, parce que j'ai connu son taf parce que j'avais vu un de ses tatous qui était cicatrisé. En fait, c'est cicatrisé nickel, quoi. Et toi, t'es là, waouh, c'est ça la nouvelle génération. Alors après, ils sont pas tous comme ça, t'as des couillons, t'as une sorte de rat de marée ou de rat de merde aussi qui débarquent parce qu'ils sont là pour vraiment le pognon et la fame. Lui, ce mec, il est vraiment passionné à la base, tu vois, je sais pas s'il est passionné par le tatou, mais il est passionné par l'art en général. Et en fait, tu le sens, c'est là où tu vois la différence. C'est qu'en fait, finalement, les meilleurs tatoueurs que tu vas rencontrer, c'était des gens qui sont juste passionnés par l'art et qui se sont retrouvés dans le tatou comme ça, vraiment par hasard, style Aurelio à Perpignan, et il s'est retrouvé là-dedans par hasard, tu vois. Et t'as plein de petits gens qui se retrouvent comme ça par hasard dans le tatou. Léa, elle s'est retrouvée par hasard dans le tatou. C'est des gens qui à la base ont un talent artistique et qui débarquent et qui font évoluer le Ouais, qui milieu, sont pas quoi. là pour les Et, mauvaises raisons et et qui sont arrivés juste par le ouais, talent ou qui et ont pu être repérés et des gens qui les ont dit viens, je vais te montrer comment ça marche parce que tu pourrais faire un super taf. ouais, c'est vraiment. Enfin, moi, je trouve ça hyper. C'est ces gens-là, en fait, et je trouve ça hyper fascinant. Et c'est de ces gens-là dont tu restes apprenti toute ta vie, quoi. Moi, je suis Et en ça, c'était il y admiration a à chaque fois, combien de quoi. temps justement tes débuts à la boucherie moderne? C'était il y a combien de temps? Ça fait combien de temps que tu tatoues? Ah bah justement, cet été, là, fin juin, début juillet, ça fera 10 ans que j'ai mis pour la première fois les pieds dans un shop pour être apprenti. Voilà. Il y a encore l'odeur de la salle de sté dans les Et du narines. coup, après, Après, commencer à tatouer, tu commences 6 mois après. Mais justement, tu prépares quoi? Tu prépares aussi sur la technique. ouais, je vais Ah, fêter c'est mes 10 fou ans là. ça. C'est bizarre. Maintenant, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent ah, ça fait des années que je veux me faire tatouer par toi, je suivais ton travail, j'avais 14 ans. Le petit Quoi? coup de vieux. C'était là, tu dis oh putain, en Et fait, ça après, fait on un te bail, dira ça y est, que je ma suis là. maman est trop fan de toi. Non, mais enfin, j'ai déjà des trucs un peu assez marrants où j'ai carrément des psys qui m'envoient Ah ouais. leurs patients Ah, c'est aussi, fou donc ça ça. c'est très drôle. Donc, c'est marrant aussi, quoi. Mais j'ai déjà eu, ouais, mère, enfant, ça Ah, c'est j'ai cool. plein de fois, quoi. Et C'est très drôle. après, tu as fait pas mal de guests. Avant l'ouverture de ton shop à Nantes, tu as été beaucoup sur la route. Ouais, même bien avant. Ouais, j'ai eu un moment en fait de saturation en fait parce qu'en Belgique, je me suis rendu compte que je me reconnaissais, je me retrouvais avec personne. Tu crois des fois qu'ils sont vachement ouverts d'esprit, mais en fait, le truc sur lequel je suis tombée, ça a été à chaque fois des groupes très fermés avec un style.
chacun avait des styles très fermés, très particuliers. Ils aimaient quelque chose en particulier. Puis il y avait, puis je crois que ça faisait chier le fait que ça marche bien pour moi dès le départ. Je me suis pas sentie inclus. Et donc j'ai eu vite le besoin d'aller faire des guests et rencontrer d'autres gens qui me traitent pas comme de la merde en fait. Parce que je me suis vite sentie traitée comme de la merde un peu partout et je me suis rendu compte qu'à partir du moment où en fait je commençais à être connue et je commençais à rapporter du pognon, bah, les gens me regardaient plus pareil. Donc Ouais, c'est ça un change peu, le c'est un peu regard. la bad face du C'est de tatou. la jalousie. Ouais, c'est vraiment c'est le truc un peu décevant quoi, Ça mais fait le bon tri. voilà quoi. Et ouais, en fait, mais il m'a fallu pas mal d'années, quoi, parce que je suis quelqu'un qui me suis jamais laissé marcher sur les pieds. Dès qu'il y avait un problème, j'ai toujours dit. Et donc, ça a causé pas mal de problématiques. Puisque moi, quand tu te comportes mal avec les gens, ça passe pas. Quand t'es focus, ça passe pas. Quand tu prends trop de pognon, ça passe pas. Enfin, je suis vraiment quelqu'un d'hyper intègre et qui a des valeurs hyper profondes et je sais pas m'asseoir dessus, vraiment. J'ai vraiment du mal avec ça. Et autant tu peux, moi, me parler comme de la merde, ça me dérange pas parce que je suis dans un cadre d'apprentissage et dans le cadre de l'apprentissage, je sais qu'il y a eu plein de fois où on a mis plein la gueule, mais voilà, j'apprends, je ferme ma gueule, tu vois. Mais, euh, mais après, des fois, la façon dont étaient traités les clients ou la façon. Enfin, il y avait des choses pour moi qui n'étaient pas, juste pas possibles, quoi. Et donc, j'ai mis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour me rendre compte qu'au final, il fallait vraiment que je crée mon endroit, quoi. C'est moi ce que j'aime pas dans le monde du tatou, c'est les gens qui vont te prendre trop de pourcentage, mais à qui tu dois rien, tu vois. De nos jours, maintenant, ils te fournissent plus la clientèle, ils te prennent pas les rendez-vous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment, tu payes quoi en fait au final? Donc moi, je sais que dans mon shop, par exemple, c'est participatif. Chacun vient pour payer le loyer, enfin sa partie du loyer et la partie du consommable qu'il prend, quoi. Mais il n'y a pas de, Ouais, une marge en fait. je vais pas payer. Je sais que je me suis déjà retrouvée chez un gars qui prenait un pourcentage. Moi, j'habitais dans un petit appart avec mon chéri et tout, et je débarque chez lui. Il avait une grande villa avec une piscine et tout, et toi t'es là. Et le mec bossait pas, tu sais, il prenait que du pourcentage, et toi t'es là en mode, ça merci de m'inviter chez toi, mais bon là je vois où il passe mon pourcentage, tu vois. Grave, donc j'ai dit ouais non c'est bon, moi ces trucs-là, moi je suis pas là pour s'il avait gagné à la sueur de son front, tu vois, j'admire quoi, mais là c'était vraiment il se faisait du fric sur le dos des autres. En fait c'est un truc de lequel moi j'ai voulu vraiment sortir quoi, et je suis contente d'être sortie de ça et même de pouvoir le retransmettre à mon petit apprenti que j'ai maintenant, que voilà lui bah, il a pas bichonné mais il y a pas cet aspect-là, quoi. C'est hors de question, il passera pas par cet aspect-là, quoi. C'est quand tu travailles et que tu travailles bien, bah, ton fric il te revient, quoi. Et après, bah, tu payes ce que tu dois payer en termes de location, de machin, de trucs, quoi. Mais tu vas pas. Enfin, moi, je comprends pas ce système-là. Mais après, voilà, il y en a qui le font, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que moi, c'est pas du tout en Ouais, ça accord avec passe mes pas, valeurs. autant le dire. Mais du coup, c'est pour ça aussi que tu as créé la main-d'œuvre à Nantes, que tu es revenu en France, que tu as créé ton propre shop. C'était il y a combien de temps que tu l'as créé? Alors, revenu en France, c'était vraiment pour rejoindre une équipe. Et finalement, ça s'est mal passé justement avec un gars avec qui on n'avait pas du tout les mêmes valeurs, problématique là-dessus aussi. Voilà, donc moi enfin, je me suis retrouvée, j'étais enceinte et j'ai dû monter un shop. Et voilà. Ouais, c'était pas l'idée que j'avais de base, mais en fait j'ai calculé si je devais laisser 30% à quelqu'un tout pendant, enfin tu vois, toute ma grossesse, enfin même, enfin et si je prenais un shop, j'ai regardé combien ça me revenait et en fait, valait mieux que je prenne un shop. Voilà. Donc j'ai pas pris un shop pour faire ça, j'ai pris un shop parce que j'ai pas eu le choix. Et au final, c'est ce qui m'a le mieux, ce qui me convient le mieux. Donc voilà. Après, sur du long terme, je ne sais pas. J'aimerais vraiment travailler dans une bonne équipe. Donc j'espère soit arriver à la créer, soit peut-être en retenter l'expérience parce que je suis pas non plus. Je me dis que j'évolue, les gens évoluent, les mentalités évoluent. Donc je suis pas du tout fermée à tous ces trucs-là. Mais c'est vrai que c'était pas l'objectif de base. Moi, je suis pas très. Je tu vois, par exemple, mon apprenti, des fois, il me dit ouais, patronne, je suis pas Ouais, ta ouais, ouais, putain c'est de une patronne. posture qui est pas évidente, quoi. Je supporte pas, ouais. En fait, j'aime bien. Moi, je suis très horizontale sur les rapports avec les gens. J'ai besoin qu'on soit tous égaux. Et c'est vrai que des fois, être le shop et l'avoir pris, ça te met dans une position un peu.
Bon, après, je fais avec, et ce qui est bien, c'est que je juge pas, j'en abuse pas, je fais pas, enfin, tu vois, je fais ce qu'il faut. Mais c'est vrai que c'était pas mon objectif de base. Je me suis retrouvée là, c'est ce qui me convient le mieux pour l'instant. On verra Et quand c'était sur le long encore terme. possible, tu recevais pas mal de guests. Qu'est-ce que ça t'apportait au niveau technique, humain ou artistique de faire venir Des gens, des copains, voir des copains en fait. Parce que généralement, je fais venir que des amis ou des amis d'amis, donc c'est vraiment, pour moi, c'est l'aspect relationnel, l'aspect pas perdre foi dans ce qui se passe dans le monde du tatou. Euh, Faire bouger aussi un peu, amener des gens. Enfin, en France, on se retrouve souvent sur des mêmes thèmes. Donc, quand j'ai par exemple réussi à faire venir Marine-Lise de Lyon à Nantes, qui a quand même une esthétique assez particulière, quand j'ai réussi à faire venir Arthur de, de Belgique, qui a aussi une esthétique très particulière, Arthur Tête de Mouton. En fait, tu dis que tu fais quelque chose aussi pour la scène, pour la scène du tatou dans un endroit en particulier, c'est amener les gens à découvrir autre chose que toujours les mêmes trucs. En France, vous êtes très c'est plan-plan. Hein. Oh là là. C'est au niveau de l'esthétique, c'est très ferme, mais c'est pas la Belgique, c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Angleterre. Hein. Attention. Enfin, encore l'Angleterre, ils sont trop old school. Donc, encore eux, je les mets à part. Mais c'est vrai que sur la nouveauté, c'est pas l'Europe de l'Est non plus, quoi. Tu vois, c'est pas, des fois, c'est pas très novateur. Vous êtes des putains de techniciens, c'est impressionnant. Le français est un technicien hors norme. Les tatoueurs français sont hyper impeccables. Mais alors, des fois, niveau créativité, il y a encore Justement, du ça taf. fait une émulation de se mélanger comme ça et de recevoir des gens. Ouais, c'est ça en fait. Moi, c'est ça que j'aime bien dans le côté gay, c'est faire venir des gens qui vont apporter quelque chose, mais de plusieurs points de vue, tu vois, de point de vue artistique et d'un point de vue humain. C'est pour ça que je prends que des amis ou des amis d'amis. Ouais, pas de mauvaise Donc, surprise. et ouais, c'était ça l'objectif, quoi. Et moi, ça me permet de pas aussi rester toute seule dans ma grotte et devenir une putain de Oui, parce misanthrope ou qu'après, un c'est truc comme vrai ça, quoi. qu'avoir son shop, s'il n'y a pas d'équipe, ça peut convenir aux personnes qui sont plutôt solitaires, quoi, si tu as envie de multiplier, d'avoir des échanges autres qu'avec tes clients, quoi, d'ailleurs, d'avoir des échanges avec d'autres artistes, c'est intéressant. Et je voudrais qu'on parle maintenant un peu de ton style, qui est quand même très reconnaissable. Est-ce que toi, tu le définis, tu as une définition de ce style-là, ou comment toi, quel a été ton parcours, en fait, et tes choix pour t'orienter vers ce que tu fais aujourd'hui? Alors techniquement le dot, parce que à un moment j'avais besoin d'être dans ma petite bulle et que le dot ça prend tellement de temps à faire que c'était une très bonne technique. Puis à l'époque aussi, c'était la technique la plus facile à apprendre rapidement pour avoir un beau résultat et pouvoir vivre de ma vie rapidement, quoi. Et donc c'était un choix sur plusieurs plans, en tout cas d'un point de vue technique. Après, à l'époque, moi j'étais hyper fan de Raphaël de la Lande. Et j'ai un de mes tatous les plus importants de lui, quoi. Et donc, il y a eu une influence esthétique noire de ce mec-là, qui mettait de temps en temps des mots, mais à part, tu vois. Et c'est vrai que moi, dans le tatou, je voyais que souvent, il y avait des personnes qui mettaient des mots avec leur machin. Je me dis, vas-y, fais un truc comme ça. Et en fait, c'est venu de mes sentiments, mes émotions. Ça s'est mis tout seul, et puis c'est carrément devenu presque une marque de fabrique, quoi. Et c'est indispensable jusqu'à ce qu'à un point où même les mots prennent le dessus sur le dessin. Enfin, le dessin Oui, n'existait parfois, il plus n'y à a la fin, que quoi. que Donc, des mots. Et du coup, tu proposes à la fois des flashs, mais tu fais aussi des commandes. C'est quoi ton processus de création avec la personne? Comment tu arrives à retranscrire l'histoire qu'on te livre? honnêtement, je sais pas comment t'expliquer. En fait, la personne elle arrive, je vais lui demander de me parler. En fait, il y a une question que je pose, c'est qu'est-ce que tu veux que te dise ton tatou? Qu'est-ce que tu veux qu'il exprime? Qu'est-ce que tu veux? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, cette question-là, elle va amener la personne à parler.
Et en fait, à un moment, il y a vraiment un moment où elle va poser un mot qui est totalement différent de ce que j'ai l'habitude d'entendre. Et c'est là-dessus que je vais aller chercher, quoi. Je vais aller chercher dans des synonymes, des machins, des trucs. Et c'est comme ça qu'en fait, on va trouver, à partir de son histoire et de ce que la personne m'aura raconté, son truc à elle, quoi. Mais c'est vraiment, enfin, c'est un processus assez marrant parce que ça prend vraiment pas longtemps. Ça prend entre 10 minutes et une demi-heure max, quoi. Mais c'est vraiment ce que la personne va me dire parce qu'on n'a vraiment pas du tout les mêmes façons de parler. La dernière fois, la personne, elle vient, elle me dit, ouais, le gars m'en a fait voir de toutes les couleurs. Ben voilà. Enfin, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. C'est voir la vie en couleur. On avait totalement changé la symbolique du truc et on partait sur quelque chose de plus positif. On avait un jeu de mots. C'est pas quelque chose que j'entends. C'est une expression connue, mais c'est pas une expression que tout le monde utilise. Tu vois ce que je veux dire? Moi, par exemple, je t'aurais peut-être dit, il m'en a fait baver, ou tu vois ce que je veux dire? On a tous en fait une façon de s'exprimer qui nous est propre, et c'est à partir de cette façon de s'exprimer que, justement, je vais me servir de ta façon de t'exprimer pour pouvoir exprimer ton histoire à toi. Et c'est ça qui est super chouette. Et pour l'instant, il n'y a pas eu trop de soucis, quoi. Si les gens n'arrivent pas à me parler à l'oral, parce qu'il y en a des fois qui ont des petits blocages, je fais un travail en amont sur ce qu'ils ont pu me dire à Oui, l'écrit. parfois c'est plus Parce que de toute facile façon, il y de a toujours un s'exprimer moment où il y a. à l'écrit pour certaines personnes. Ouais, puis des fois, le jeu de mots me vient quand je lis l'histoire à l'écrit aussi. Alors, je vais toujours laisser parler la personne le jour J. Enfin, pas laisser parler, mais lui demander de me parler, voir s'il y a autre chose qui ressort. Mais, ouais, des fois, ça me vient juste en lisant l'histoire, quoi. Donc, c'est vraiment. Je peux pas t'expliquer. C'est un truc palpable dans le Mais ventre, c'est un truc un peu c'est spécial. une grande marque de confiance, en fait, de pouvoir exprimer les souffrances, les traumatismes ou les contradictions des gens. Et du coup, la relation humaine a une place super importante dans ce projet et dans cet échange avec la personne. Parce que c'est une marque de confiance énorme. Ah ouais, moi, je me verrais pas vivre sans, quoi. J'ai vraiment été élevée avec des valeurs très, très humaines. Et, et j'ai besoin au quotidien qu'elle soit présente, quoi. Donc voilà, je fais mon Et travail tu es comme aussi ça. un peu la reine de la punchline. Il y a beaucoup de sarcasme, mais aussi je trouve qu'il y a aussi beaucoup de tendresse dans ces jeux de mots et dans ces enfin ouais, tu utilises les jeux de mots pour faire passer des messages et des émotions. Tu utilises aussi pas mal les ratures pour révéler le sens des mots. Est-ce que tu as toujours aimé jouer avec les mots? Est-ce que ça a toujours été un moyen d'expression pour toi? Alors toujours, je sais pas, je te dirais pas toujours. Je sais qu'à un moment ça a pris une place importante pendant une année où j'étais en dépression, où je discutais que via MSN avec un de mes meilleurs potes, Renaud. Et en fait, au début, on s'envoyait des punchlines comme ça, on, on essayait de se faire des battles, quoi, tu vois. Et on était beaucoup trop fans du Club des Losers et des trucs comme ça. Et donc, on essayait de s'envoyer des punchlines dans ce style-là. Puis, c'est carrément. Ma mère, c'était le jeu, donc je le faisais avec ma mère. Puis après, je suis tombée sur un mec avec qui je suis restée pendant 2 ans qui, lui, accordait une place tellement importante aux mots que j'avais pas intérêt à me louper et à choisir le mauvais, sinon je me prenais plein la gueule. Et je pense que lui, par contre, il m'a vraiment marqué là-dessus, quoi. C'est. Je dirais pas que c'est l'origine, je dirais pas que c'est l'origine, mais en tout cas, il est D'accord, un des ouais, paliers d'exigence. qui fait que j'ai été amenée, ouais, au niveau des exigences, ouais, grave. Ça m'a tellement traumatisée que. Et non, il y a ça et le rap, ouais, parce que je t'ai dit Club des Losers et pas que, enfin, toute la gamme qu'il y avait autour, c'est vrai que le rap a une influence. Enfin, c'est autant une influence qu'une inspiration, même encore à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Ouais, de jeux de mots dans la Ouais, façon dans totalement. le phrasé, quoi, dans la façon toi, de construire tes jeux Dans de la mots. façon de. Ouais, totalement. Je suis vraiment assez fan. Après, je suis pas la plus expérimentée, ça c'est certain. Mais en tout cas, j'ai mes petits trucs que j'aime bien Quand tu écouter. tatoues, par exemple, ou quand t'as une musique un peu fétiche quand tu tatoues Ah ouais, quand je tatoue, en ce moment, mais en ce moment, je devrais même pas en parler de ce que j'écoute parce que c'est honteux. Mais parce que j'adore écouter du rap de merde, mais que du vrai rap. t'assumes pas. De la pépite, parce qu'en ce moment, j'ai besoin de me marrer. Donc, comme en ce moment, j'ai besoin de me marrer, je n'écoute que du Lorenzo. C'est M'amène, Ah, tout moi, j'avoue, ça, j'y connais rien. des trucs à la con, ça me fait bien, J'avoue, bien, j'y bien, connais bien, rien bien du rire. tout.
Bah écoute, si tu sais pas quoi faire, après tu vas voir. Tu écoutes du Lorenzo, un petit gars avec un petit bob, des lunettes de soleil, une petite moustache, ça, et tu te marres en fait. Et moi, les textes sont trashos, ça c'est débile. Puis alors, au niveau féminisme, on est au niveau zéro. Mais après, le mec fait vraiment ça en mode rigolo, quoi. Il fait pas ça en mode pour de vrai. Donc c'est ça qui passe, quoi. C'est là où je peux avoir plus de difficultés avec d'autres rappeurs qui vont tenir, par exemple, des propos Ouais, il y a du lot. très misogyne ou même des fois homophobe, et là je peux pas quoi. Là je peux plus. Pendant un temps, pas que je tolérais, mais je supportais. Maintenant, j'y arrive plus, ça me choque en fait. Même maintenant, il y a des films ou des séries que je regardais avant et où je me dis mais en fait je peux plus les regarder parce qu'en fait ça me bloque quoi. Par rapport à mes valeurs, en fait, je sens que j'ai tellement, même moi, évolué dans ma tête que je peux même pas regarder Snatch, ça me fait même plus rire parce qu'il y a que des mecs. La seule meuf qu'il y a dedans, c'est la maman Ouais, des gitans, quoi. Et toi, t'es là en mode, c'est toujours la femme d'eux, quoi. Mm. il y a un manque là, il y a un manque cruel. Et, euh, et en fait, ça me bloque alors que c'était des films géniaux qui ont révolutionné le monde du cinéma, machin et tout. J'étais une grande fan de Fight Club, je peux plus parce que pareil, la seule meuf qu'il y a, elle est suicidaire et j'en passe, quoi, tu vois. Donc t'es là en mode, ouais, je peux plus, je suis un peu bloqué quoi Je comprends. Non, mais après, c'est par vrai mes que valeurs quand on dans a beaucoup ouvert de choses. les yeux sur certaines choses, après, on a du mal à passer outre, même si c'est des choses qui nous ont, enfin, avec lesquelles on a grandi et qui nous ont touchés à une certaine époque. Ouais, il y a des choses vraiment, je reviens dessus, ouais, ça fait trop bizarre. Tu te dis mais attends, j'ai regardé ça, j'ai apprécié ça, Ouais, mais faut pas le pourquoi? renier, faut se dire qu'on a Donc, évolué, quoi. ouais, c'est bien, au contraire, c'est bien. J'ai une On petite évolue. question, débat dans le milieu du tatou. C'est, est-ce que toi, tu te considères comme une artiste, une artisane ou les deux? Écoute, récemment, je me suis aperçue que je pouvais être les deux. J'étais contre le statut d'artiste pendant très longtemps parce que je me voyais pas comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a quand même une part. En fait, à partir du moment où il y a de la créativité, t'as pas le choix. Même ça, tu vois, ça a évolué par rapport à un an. Je t'aurais pas dit ça. Et ouais, dans la façon de me voir, en fait, j'ai aussi arrêté de me dénigrer, de toujours. J'avais vraiment toujours tendance à me. Enfin, j'avais vraiment toujours tendance à me rabaisser tout le temps, au niveau zéro du self-esteem. Mais en fait, je peux pas, tu vois, même au niveau de la confiance que me font les clients, à un moment, faut qu'il y ait un truc qui se réveille, quoi. Et en fait, tu te dis, bah, en fait, à partir du moment où tu arrives à créer tous les jours quelque chose à partir de l'histoire de quelqu'un, c'est que bah, tu as quand même un truc créateur. Donc, il y a quand même une part artistique. Donc, même si c'est pas la part artistique comme on pourrait l'imaginer, où je suis pas dans la création folle d'un dessin, d'une peinture ou quoi que ce soit, il y a une création et il y a une part artistique dans mon travail, dans la mesure où je peux te créer quelque chose à partir de toi en fait. Mais c'est de l'artistique social. Enfin, moi, c'est ça que j'aime bien. C'est pas l'artistique masturbateur. Non, puis il y a plein de types de créations différentes, parce que tu vas créer des dessins, mais tu vas créer aussi des mots. C'est comme si tu créais un poème. Enfin, voilà, il n'y a pas que, il y a pas que la dimension dessin et esthétique, il y a aussi une dimension enfin, d'écriture, je pense, qui est dans ton, pour toi, quoi. Ouais, ouais, enfin, dimension ouais, presque, je dirais, entre le moral, le social, enfin, il y a vraiment pas mal de choses ouais, dans mon travail en tout cas. Mais c'est vrai que j'ai arrêté de dénigrer la part artistique à partir du moment où je me dis, bah non, tu crées. Et à partir du moment où tu crées, bah, de toute façon, c'est de l'art. Je suis revenue à la part un peu plus cartésienne, tu vois ce que je veux dire? Toi, tu peux juger ce que tu fais, mais à partir du moment où tu crées, en fait, c'est juste une réalité. Ouais, c'était ça. En fait, tu vois, j'étais sortie de ma part cartésienne en me disant, mais non, t'es pas artiste. Et en fait, finalement, si, quand tu regardes la définition, ce que je fais, il y a une part d'artistique et une part d'artisanat. Et la partie artisanat, c'est toute la partie tatouage parce que c'est du technique et voilà, c'est comme ça, basta quoi. Et la partie artistique, c'est la partie création pour le client en fait. Donc, même si on crée pour quelqu'un, on crée un peu aussi pour nous. Je trouve quoi, tu mets toujours un peu toi dedans, quoi. Tu leur donnes un petit truc, surtout actuellement. Je suis vraiment dans une optique beaucoup plus optimiste parce qu'on en a tous besoin. Et donc, j'essaye de vraiment l'ancrer pour les gens, que ce soit dans une optique d'acceptation de notre part négative, comme dans une optique aussi de se diriger plus vers des trucs optimistes plutôt que d'entretenir justement des trucs négatifs. Enfin, il y a vraiment comment je peux dire, un truc
où mon travail est quand même plus pareil qu'avant. Et donc, il y a cette nécessité d'aller vers des trucs mieux, positifs. Et t'es très engagée sur l'égalité entre les femmes et les hommes, l'acceptation de soi et de son corps contre les violences faites aux femmes. Comment tu fais justement pour réussir à concilier cet engagement citoyen, ces convictions, avec ta pratique artistique? Bah, ça, c'est pas très problématique à partir du moment où en plus je suis dans mon shop. Donc, c'est assez, entre guillemets, facile. Puisque bah, dans mon shop, c'est mes règles. Et les règles, mes règles à moi, c'est voilà, tout le monde s'accepte, tout le monde mon petit chez moi. Donc c'est vrai que j'ai pas cette problématique-là, quoi. Après, l'engagement, il est pas que sur l'égalité homme-femme, enfin, moi, je suis vraiment hors du système binaire. Donc on est sur l'égalité de tout le monde, de tous les genres, de toutes les personnes, quoi. Parce que c'est vrai que c'est moins mis en avant, mais même tout le côté que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois, enfin, tu vois, pour moi, c'est des trucs qui sont hyper ancrés. C'est juste, comment je peux dire? Je sais que ça va faire bizarre, mais je vois pas les gens comme ça. Je vois les gens pour leur personnalité et pas pour leur genre ou leur couleur de peau, ou tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment ça en fait que j'aimerais qu'il soit vraiment plus mis en avant et qu'il y ait moins aussi d'amalgame, parce que même moi je me suis pris la tête avec des féministes qui étaient carrément misandres et je supporte pas. J'ai vraiment du mal avec la misandrie, quoi. Je peux pas. Pour moi, c'est pas plus intelligent que la misogynie, même si elle peut paraître plus légitime pour elle, parce que quand elle me l'exprime, c'est légitime, mais pour moi, je peux pas. Ça fait pas partie de mon code de valeurs. Pour moi, homme, femme, peu importe ton genre, on est tous égaux. Et après, c'est pas parce qu'il y a un genre qui a dominé à un moment qui nous fait chier qu'on doit le détester, quoi. Oui, ça va pas vraiment dans le sens de l'égalité, de toute façon. Non, du tout. Moi, je suis vraiment dans l'égalité. Puis j'ai grandi là-dedans. Dans ma famille, on est tous hyper différents, que ce soit dans nos orientations, dans nos choix de genre, dans notre couleur de peau. Enfin, donc c'est vrai que j'ai grandi là-dedans et je vois des trucs des fois. Je suis là, mais c'est là vous allez dans un truc qui est pas approprié en fait. Donc, et ça c'est vraiment l'avantage dans mon espace, c'est que voilà, chacun vient et il est safe, il est bien, et c'est vraiment en égalité. S'il y a un truc qui convient pas, je le dis dès le départ. En plus, je dis si à un moment je fais ou je dis quelque chose qui ne te convient pas, il faut me le dire. Donc, faut pas Et hésiter. je voudrais revenir sur le projet Sois toi, dont j'ai la joie de faire partie depuis quelques années. Et du coup, tu prônes l'acceptation de soi et pour apprendre à se libérer aussi des injonctions, notamment faites aux femmes. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste pour les gens qui ne connaissent pas ce projet et comment ça a commencé? Alors, le sois toi, c'est bien parce que toi, tu en mets ta définition, mais c'est pas vraiment la définition. Euh, c'est bien, chacun a le droit et chacun a le devoir et tout de pouvoir se l'approprier et en mettre aussi la définition qu'il a envie dessus. Moi, le sois toi, c'est vraiment sois toi. Parce que à la base, c'est sois belle et tais-toi, donc déjà, faut pas spécialement être belle, il faut pas spécialement se taire. Donc déjà, ça, c'était les deux trucs à baquer qui pour moi étaient super importants parce que c'est des trucs dont moi j'ai souffert et j'ai pas envie d'être belle et j'ai pas envie de me taire. C'est pas un sois toi et t'es belle parce que la nécessité d'être beau ne doit pas être. La nécessité, c'est d'être soi-même. Et c'est la part la plus compliquée dans la société actuelle, je trouve. Parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément d'hypocrisie pour que tout le monde soit apprécié sur les réseaux. Et donc, la majorité des gens ne sont vraiment plus eux-mêmes. Ils sont ce qu'on attend d'eux. Et je trouve que plus ça va, plus il est d'actualité, alors que j'aurais espéré qu'il le soit de moins en moins. Et finalement, il l'est de plus en plus. Et alors, beaucoup viennent parce qu'il y a l'aspect physique. Et malheureusement, on est dans une société où c'est l'aspect physique qui va beaucoup prôner. Mais le soit-toi, pour moi, il y avait surtout cet aspect aussi d'identité et de personnalité, quoi, où c'est vraiment pas facile et où ça a été un combat, comme moi je te l'ai expliqué pour moi, où en fait j'ai eu beaucoup de mal à me retrouver dans pas mal de shops
au niveau de la personnalité, des valeurs et tout ça. Et qu'être soi, en fait, c'est vraiment pas facile. Des fois, être soi, c'est être obligé de se retrouver beaucoup seul et arriver à construire un espace, justement l'espace que j'ai créé, pour qu'il y ait un endroit qui convienne à toutes tes convictions. Mais à la base, le Sois toi, pour moi, c'était ça en fait. Après, chacun se l'a approprié différemment. Mais c'est vrai que l'objectif, c'était de le partager au maximum pour que justement chacun puisse en parler, pour qu'on puisse un peu plus communiquer, pour qu'on puisse se rapprocher. Au final, je l'ai fait avec le Sois toi, mais je me rends compte que euh, par exemple, j'ai une cliente qui est en fauteuil roulant à qui j'ai tatoué les jambes et qui, dès qu'elle est en festival ou qu'elle sort l'été ou quoi, elle se met en short et donc on voit bien ses tatous. Enfin, son tatou, qui est son premier tatou d'ailleurs. Et elle m'expliquait qu'elle avait lié, s'était liée d'amitié avec quelqu'un qui avait reconnu que c'était moi qui l'avais fait. Et en fait, tu te rends compte que tu es un liant. Et je trouve ça assez génial, quoi. C'était le projet du Sois toi. Mais voilà, au final, tu dis, voilà, t'as créé quand même un truc qui permet aux gens de communiquer, qui permet aux gens de se rapprocher, et en fait, j'aime bien cette notion d'échange, d'ouverture d'esprit. Le but, c'est pas de convaincre les autres, le but, c'est d'échanger, de se faire évoluer, de se remettre en question, de se dire, ah ben ça c'était peut-être pas bien, ça c'est peut-être mieux, voir vers quoi on va. Mais, euh, mais au final, l'ensemble de mon travail, c'est ça. Le projet Sois Toi avait un objectif, ça a été une base, ça a été un pied à l'étrier d'une chose, parce que ça a été le premier gros projet avec le féminin, le Je suis féminin, féminine, mais qui a ensuite amené à beaucoup d'autres choses. Donc, et justement, tout ce qui est la partie engagée pour les femmes victimes de violences. Pour revenir sur Sois toi, c'est vrai que moi je suis très contente de faire partie de cette petite armée, et tu me l'avais fait à l'époque où tu étais encore à Bruxelles. Mais au-delà de ça peut créer effectivement des dialogues, des discussions intéressantes et puis des réflexions. Mais honnêtement, moi je l'ai fait juste sous les genoux. Donc comme je suis beaucoup en robe, c'est très visible que je sois en collant ou l'été. Et c'est pas tous les jours facile à porter, alors je l'assume complètement, et sinon je l'aurais même pas fait à cet endroit-là qui est hyper visible. Mais j'avoue que les regards sont pas faciles, quoi. Il y a du boulot, quoi. Parce que la compréhension, ou je sais pas, je pense que, bon, après que les gens ne comprennent pas, mais je pense qu'il y a des gens qui se sentent un peu heurtés, et qui vraiment dans l'incompréhension. Donc c'est assez marrant de voir les réactions. Ah, c'est le côté français, ça. Le français, honnêtement, c'est vraiment typiquement. Le français est hyper conservateur. Alors, te faire tatouer, lui, quand tu fais tatouer, il peut le concevoir si tu te fais quelque chose de beau. Mais alors, te faire tatouer des mots, c'est encore. Ouais, voilà. C'est encore très compliqué, encore plus quand c'est des mots qui sont engagés, machin, tout ça. Donc, il y a du taf, quoi. Est-ce que tu sais combien tu en as tatoué? Non. T'as aucune idée du nombre de fois où tu l'as tatoué? Non. Alors, vraiment, non, non du tout. Je chiffre pas du tout. Mais pas du tout. Déjà, je suis bien contente d'arriver à chiffrer depuis combien de temps je tatoue, tu vois. Mais alors, chiffrer combien de personnes j'ai tatoué le Sois toi ou combien de personnes j'ai tatoué en général ou quoi, Bon, aucune c'était idée. par curiosité. Je veux savoir Aucune idée combien du on tout. était. Non, non, le principe, enfin, moi, du moment que les gens se sentent bien avec et qu'ils peuvent évoluer avec et que ça fasse évoluer les choses, voilà, toi, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais que justement, en te promenant comme ça, avec ton petit tatouage, t'as suscité une discussion, quelque chose, et que t'as peut-être changé quelque chose juste en passant, quoi. Oui, oui, c'est vrai que ça a provoqué des réactions des réflexions que j'ai pu avoir avec des gens, mais certainement aussi des gens qui ont tilté. Ouais, tu sais, il y a beaucoup de gens qui osent pas venir te dire ah putain c'est trop bien ou Ah oh, oui, oui, non, putain c'est plus le j'aime regard, pas la ou... perception que moi j'ai eue, parce qu'en vrai, les gens ne se sont pas adressés à moi, ne m'ont pas dit c'est génial, je comprends pas, ça m'agresse, ou enfin, il y a pas eu de mots posés dessus. Moi, je pense que c'est parce que c'est une écriture. Dès qu'il y a une écriture, ça suscite quoi. Forcément, la personne va essayer de lire. C'est pas comme un dessin quoi. Donc le regard va toujours être beaucoup plus appuyé. Et c'est peut-être ça qui peut être aussi dérangeant. C'est vrai que porter une écriture, il y a ce côté dérangeant où les gens vont essayer de lire. Et quand tu lis, c'est pas pareil que quand tu regardes un dessin en fait. Comme tu essayes de comprendre, ton regard est un peu plus. Voilà.
Tu luttes aussi pour déconstruire les préjugés qui sont les préjugés liés au genre. Et ton pseudo en est une bonne illustration. Tu avais tes flashs féminines, et puis tu as aussi garçon manqué, fille réussie. Pourquoi c'est important pour toi de parler de ça et de pour le mettre aussi sur la peau? Parce que déjà, ça fait partie de notre corps, donc le mettre sur la peau, pour moi, c'est une évidence même. Il y a un lien qui est vraiment. Il y a toujours une relation avec notre corps et l'aspect de notre corps. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est la société. Et je sais que moi, j'ai eu beaucoup de mal, et même encore aujourd'hui, j'ai pas du mal, mais je me reconnais pas dans pas mal de choses, quoi. Même dans les mouvements qu'il y a aujourd'hui, des fois, les meufs, elles sont là, alors effectivement, elles ont plus de poids, elles ont plus de bourrelets, mais elles ont toujours la même tronche, quoi. C'est des filles jolies, quoi, tu vois. Elles ont toujours une belle gueule, quoi. J'ai jamais vu une meuf comme moi avec un gros pif ou de l'acné ou des trucs comme ça. Quoique l'acné, ça commence à se développer, donc je commence à être un peu moins complexée, quoi. Mais c'est vrai que je me suis jamais reconnue dans beaucoup de choses et que même la société, même dans les genres, le fait de classer toujours le genre masculin, le genre féminin, le fait que les meufs on puisse porter des pantalons, mais les mecs toujours pas de jupe, quoi. Tu mets une jupe à un mec, il va se faire démonter la gueule quand il va sortir dans la rue. Enfin, ça me perturbe en fait ce problème d'inégalité, le fait que la meuf se maquille et toujours pas le mec. Enfin, c'est pareil, tu vois. Après, je pourrais te parler des inégalités dont nous, les filles, on est victimes, mais bon, on les connaît toutes, donc je vais pas élaborer là-dessus, quoi, que ce soit dit. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a enfin, pour moi, sur le rapport à l'esthétique, sur le rapport avec notre corps, sur le rapport à nous-mêmes, sur le rapport à notre sensibilité, à tout ça, on est vraiment pas égaux. Moi, je me reconnais pas dans toutes les définitions. Et ça me dérange pas d'avoir un sexe féminin. Ça, je l'ai toujours dit. Mais par contre, sur l'aspect qu'on donne à chaque genre, il y a vraiment une grosse problématique dans laquelle je me retrouve pas, quoi. Et justement, toutes ces expressions de garçon manqué, machin ou quoi, bah non, en fait. Faut que tu sois plus féminine, faut que tu sois plus viril, faut que tu sois machin. Enfin, tu vois, pour moi, c'est des trucs que j'ai vraiment du mal. Et même, je vais te dire, ça c'est beaucoup plus personnel, mais ça me dérange pas que ce soit su. Moi, je suis pas à l'aise avec ma poitrine, quoi. J'aimerais ne pas avoir de poitrine parce que ça me met pas à l'aise d'en avoir, quoi. Je suis vraiment bien dans un genre androgyne, vraiment. Pas de poitrine, pas de sexe. Androgyne, voilà, très bien. Parce que ouais, je me sens beaucoup plus à l'aise avec ça que même avoir, enfin, je sais pas, avoir des seins comme ça, c'est chiant et je me verrais pas non plus avec une paire de couilles et un zizi, ça doit être trop chiant, quoi, tu vois. Donc, moi, je veux un esprit pratique, tu Tu vois, vois. ton côté cartésien revient, même pour le genre, le pratique avant tout. Ouais, c'est ça en fait. Et ouais, je veux pas me faire chier avec des trucs inutiles. Et justement, en fait, tous les codes là, sociétals que les gens vont foutre sur telle ou telle chose, le prénom masculin, le prénom féminin, la tenue, la façon d'être, la façon dont t'es payé, tout. Pour moi, c'est aberrant en fait. On n'est plus dans. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'avance pas Donc, pas très très vite. ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai un peu beaucoup de mal, que je me place plus en Suisse Et androgyne, tu es quoi. engagée aussi enfin, contre les violences faites aux femmes, et tu as notamment fait un flash, Le cœur bat, l'amour pas, que tu as décliné en t-shirt en Ouais. collaboration avec Simone. Et il y a 1 € qui est reversé à une association pour chaque vente. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet, du choix de l'association? Pourquoi tu as décidé de t'engager sur cette cause? Alors, oh là, ouais. Alors, le pourquoi. On va commencer par le pourquoi. Moi, mon père battait ma mère et il a battu ma belle-mère. Et en fait, à chaque fois que tu leur poses la question de pourquoi elle porte pas plainte et pourquoi elle le quitte pas, elles sortent toujours la même réponse à la con. Et d'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent maintenant, il va falloir arrêter avec ce truc à la con. C'est ouais, c'est ton père. Je vais pas porter plainte contre ton père. C'est le père de mon enfant. Je vais pas porter plainte contre le père de mon enfant. Je vais pas le quitter. Oui, bah alors à partir du moment où ce connard il se gêne pas pour taper sur la mère de son enfant, je vois pas à quel moment toi tu vas rester. Je vois pas à quel moment tu vas lui devoir des trucs. Et cette phrase-là, de ouais, mais toi, t'es la mère,
et lui, il se gêne pas. Ça, je l'ai sorti 2 fois. Hein. Je l'ai sorti une fois, j'avais 6 ans et une fois, j'avais 16 ans. Donc, il y avait quand même 10 ans d'écart. Une fois à ma mère et une fois à ma belle-mère. Et tu peux être sûr que dans les 15 jours après, le problème il était résolu. Hein. Les deux, elles avaient porté plainte et elles le quittaient, quoi. Après, lui, il a essayé de les tuer et tout ce que tu veux. Mais donc, ça fait que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Ma meilleure amie, malheureusement, a vécu ça aussi. Et je ne supporte pas ces mecs qui se prennent pour je ne sais pas trop quoi et qui vont lever la main sur des personnes qu'ils considèrent comme plus faibles ou qu'ils considèrent comme possédées. Parce qu'à un moment, c'était ça en fait. Ils ont l'impression de les posséder, ces femmes-là. Mais va te faire enculer en fait. C'est mort, tu possèdes rien en fait. Il y a, tu vois, c'est ce problème aussi de patriarcat, quoi. Ils forment les hommes à être des sortes de mâles dominants qui vont essayer d'objectiviser des êtres humains où ils doivent tout posséder, tout maîtriser, tout contrôler. Et ça fait vraiment du mal à tout le monde. Et donc pour moi, c'était une idée vraiment insupportable. Et donc il y a eu ça qui est sorti. Sachant que j'ai en plus une super pote qui bosse dans une assoce pour ça, qui est donc le CVFE de Liège. Et donc à la base, moi, le cœur bat l'amour pas, je l'ai sorti pour cette association-là. Donc, et en fait, donc chaque fois que je le tatouais ou quand je vendais des prints, tout était reversé directement à cette association-là. Puis à un moment, justement pendant mon déménagement à Nantes et tout, ça s'est un peu étiolé, quoi, et le truc a perdu de l'intérêt. Et je devais faire une collab avec Simone et je me suis dit, bah, c'est peut-être le moyen justement de le remettre en avant. Sauf que là, ça allait être sur d'autres associations, puisque comme on est en France, elles ne peuvent pas reverser de l'argent à une association belge, quoi. Elles doivent reverser à une association française. Donc après, c'est elles qui choisissent ces associations. C'est souvent des associations justement pour aider des femmes, soit dans le rue, soit machin, soit truc. Pas toujours forcément des femmes qui subissent des violences, mais pour aider les femmes en général. Et, mais après, c'est elles qui choisissent, quoi. Donc sur ça, je les laisse totalement gérer. Donc moi j'ai fourni la base et elle gère sur ce point de vue-là. Et moi de mon côté, quand je le tatoue ou quoi, ça va toujours par contre pour le CVFE parce que moi je m'en tape. Puis généralement je demande aux gens de faire directement le versement en fait. C'est ça qui fait que moi j'ai pas à gérer. Ouais, quand il y a le cœur bat l'amour pas, en fait, c'est normalement tu verses directement l'argent sur le truc. Comme ça, moi, je suis tranquille. Il y a pas d'argent qui passe par moi. Et au moins, ouais, tu vois, il y a pas de oui, c'est imposé à temps ou temps. C'est non, en fait. C'est quoi, l'argent, elle va directement dans leur caisse. Tu vas pas commencer à me faire chier. Puis voilà quoi. Moi, je tatoue ma partie. Cool. Puis, Est-ce que tu as des projets à venir que tu aimerais partager? Bah, j'ai 2 3 projets là. Enfin, j'ai plein de petits projets, mais pour voir vers quoi j'ai envie d'aller. Et comme j'ai été maman, ça a pris pas mal de mon temps ces 2 dernières années. Donc, j'ai pas eu vraiment le temps de me poser et de savoir vers quoi j'avais envie d'aller. Je sais que là, j'ai pas mal d'idées féministes dans ma tête et vachement engagées dont j'ai besoin. J'ai aussi envie de travailler des trucs en anglais. J'ai envie de plein de trucs. Et c'est ça, en fait, la problématique. C'est un moment de savoir vers quoi j'ai envie d'aller. Même moi, je sais pas si j'ai envie de garder le shop, je sais rien en fait. Actuellement, on est tellement dans une période un peu floue. J'ai même moi du mal à savoir. Donc, et j'arrive pas à savoir réellement vers quoi j'ai envie d'aller. Donc, pour l'instant, je me C'est laisse bien un peu aussi. vivre. Et j'arrive Ça pas, t'angoisse de franchement. ne pas savoir vers quoi tu vas. Non, mais d'avoir laissé un peu le temps à la réflexion. Ouais, non, mais même, je crois que j'ai fait un truc de fou. J'avais plus fait. Je crois que la dernière fois que j'ai fait ça, j'avais 22 ans. La dernière fois, j'en ai eu trop marre. J'ai pris mon jeudi après-midi parce que je travaillais pas. Normalement, quand je travaille pas, je fais toujours plein de trucs. Et là, je suis rentrée, j'ai pris l'ordi, je me suis mis dans le lit, je dis ciao tout le monde. Je me suis calée, j'ai maté des trucs tout l'après-midi, j'étais là en mode waouh, ça va faire 10 ans que j'ai pas fait ça. Parce qu'en fait, depuis que je suis dans le tatou, je me suis toujours mis la tête dans le guidon et j'ai jamais vraiment pris le temps parce que c'est un métier qui me passionne, c'est un métier de fou en fait. Puis j'ai toujours eu plein d'idées. Et je crois aussi, ouais, il y a pas longtemps, ça c'était le truc un peu badant. Euh, j'ai téléchargé, tu sais, l'application Signal. Et en fait, ça a effacé en la téléchargeant, comme j'avais plus de place sur mon portable, ça a effacé mon application Bloc-Notes dans laquelle il y avait 200 ou 300 idées depuis 2 3 ans. Et j'étais deg, genre, j'ai pleuré toute la journée. Et après, je me suis dit, bah, c'est pas grave, c'est quoi, t'as déjà eu des idées, t'en auras toujours. Et puis même là, j'en ai déjà. Et je me suis dit, bon, allez, c'est reparti. Donc là, je laisse voir, est-ce que vraiment je vais me pisser un axe ou est-ce que je vais faire au gré de ce qui vient? J'en ai aucune idée. Ah bah non, il n'y a pas de bonne réponse. C'est justement voir un peu quelle est
quel est l'état d'esprit pour les projets. En tout cas, merci beaucoup. Enfin, l'état d'esprit, par contre, c'est vraiment d'être méga positif et d'essayer de transmettre ça au maximum de gens parce que c'est ce qu'on a le plus besoin et d'être un maximum solidaire parce que c'est aussi de ce qu'on a le plus besoin. Et essayer d'éviter de véhiculer aussi. Tu vois, ça, c'est le truc qui, par exemple, va pouvoir me déranger, c'est que des fois, dans les trucs où ça dénonce, il y a beaucoup de triggers. Triggers, c'est des sujets dont tu parles et qui vont susciter en toi des réactions que tu vas pas contrôler, mais profondément néfastes. Et je trouve qu'il y en a trop. Ouais. Il y en a trop. Moi, des fois, avant, c'était énormément sur Facebook, et puis maintenant, c'est vraiment aussi sur Insta, et en fait, t'en peux plus, quoi. Il y a un moment où, en fait, ton cerveau, il a besoin de voir des trucs méga optimistes, parce que c'est comme ça que tu vas le stimuler, en fait. Tu stimules pas ton cerveau à être heureux en lui donnant des trucs négatifs constamment, quoi. Et c'est vrai que le fait de dénoncer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours, et de n'avoir accès que à ça, et de ne voir que ça tout le temps, moi, à la fin, je suis aussi à saturation. Bien que je sois pour ce truc-là, mon cerveau, il a vraiment du mal, quoi. Et pourtant, je trouve que c'est bien, quoi. Mais je pense qu'à un moment, pour qu'on aille bien, on a aussi besoin d'avoir du positif et de transmettre du positif, et que c'est notre devoir de transmettre du positif. Donc j'incite aussi les gens à... C'est bien de dénoncer, c'est bien d'avoir des convictions, mais on peut aussi avoir des convictions en partageant des choses très positives. Et en fait, ça, c'est un peu l'objectif de mes tatouages, c'est garder mes convictions, mais toujours retourner vers le positif et aider les gens à avancer vers le positif, quoi. C'est un très bon mot pour la fin. Merci beaucoup pour l'interview. C'était super adorable. Ouais, je t'en prie. Ça vous a plu? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stefayako. Merci. Stefaya.